politiques d'aménagement différenciées, adaptées à leurs qualités urbaines et architecturales, mais également à leur spécificité maritime. Mais alors, qu'est-ce qu'on nomme port et ou ville portuaire? Dans le foisonnement d'une réalité plurielle, définir le port en tant qu'objet est une chose extrêmement difficile. Comme le rappelait Madame Loire-Mongazon, les choses sont complexes. Qui dit complexe, ça veut dire que c'est tissé ensemble. Dans le dictionnaire de la mer et des côtes, paru en 2012, Jean-René Couliou, géographe, spécialiste de la pêche et des ports bretons, nous offre une définition du mot port assez complète, en partant de son étymologie portus en latin, en recouvrant toutes les formes et les fonctions que l'on peut associer au mot port, et aussi celles qui n'en sont pas, et pour enfin porter l'ensemble au regard croisé des spécialistes tels que l'historien, le géographe, l'ingénieur ou l'administrateur du port. Il écrit « Le port, le plus élémentaire, se définit souvent comme un site naturel ou un abri naturel. Le port le plus fréquent est un espace avec des équipements des plus modestes aux plus élaborés. Il traduit la maîtrise humaine des littoraux, sans doute celle qui exprime le plus la volonté de domestiquer la mer. » Puis au dernier paragraphe, le géographe précise en utilisant le pluriel « Les ports, c'est du temps et de l'espace, mais aussi des hommes et des ambiances. » Moi, personnellement, je m'accorde avec lui sur le fait que derrière les constructions et les opérations économiques portuaires, des actions reposent aussi sur des dimensions immatérielles. En appui de cette définition, et dans une optique d'aménagement durable et contemporain des littoraux, je propose donc une définition du port et de sa ville attenante réunie qui s'applique à toutes les villes portuaires sans distinction. Un port, c'est la résultante d'un ou plusieurs sites portuaires ayant été développés bien souvent par opportunité, en une succession de temps courts basés sur les besoins et les techniques toujours changeantes de l'économie maritime, halieutique, militaire, marchande, et ayant généré une urbanisation connexe plurielle, front portuaire, quartier de population maritime, zone artisanale, etc. Donc si on passe à la diapo suivante, on observe bien qu'une des caractéristiques majeures du littoral breton a été la prégnance de la vie maritime dans ces lieux portuaires. Sur la carte ici, on observe jusqu'à 297 ports historiques existants en Bretagne. Les côtes sont très découpées, ce qui est favorable au niveau géographique à l'installation de ports et d'ancrage. Mais il y a également une vie intense tout au long de l'histoire dans ces sites portuaires. Si on peut passer à la phrase d'après. On distingue aujourd'hui 4 phases successives de développement des vieux ports. Je voudrais ici souligner quand même l'intérêt des travaux menés par les historiens du GIS maritime qui ont facilité depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années, la compréhension de grandes phases de développement portuaire en Bretagne et ailleurs sur le littoral atlantique. Je résumerai ces 4 grandes phases, ces 4 grandes périodes. Donc la première période, c'est ce qu'on va un petit peu, de façon synthétique, nommer Ancien Régime jusqu'à 1850, où on voit surtout un développement de villes en fond d'estuaire. On pratique principalement le cabotage, les routes véliques sont principalement nord-sud, le bornage est côtier et on établit des sites portuaires au lieu de rupture de charge. Il y a une surveillance et une défense côtière en fonction des épisodes de paix ou de guerre. Il y a peu d'habitations sur la côte, quelques ports d'escale marchandes en front portuaire donc existants aujourd'hui, dont les fronts portuaires existants aujourd'hui datant du XVIIe, XVIIIe sont encore les témoins. Et les villes de fond d'estuaire se concentrent principalement dans les lieux de pouvoir et d'autorité, les évêchés, la noblesse, et au carrefour de routes et de voies navigables et terrestres. Dans une seconde phase, 1850-1940, on va voir sur la côte un véritable essor des ports ouverts sur le large. On a une industrialisation, surtout, des produits de la mer. On a de nouveaux marchés, les États-Unis, l'Angleterre, l'Inde. Il y a aussi une évolution au niveau des transports. Les cargos à vapeur, les chemins de fer encouragent toute cette révolution industrielle sur la côte. Et on a aussi de nouvelles techniques de conservation du poisson qui vont favoriser une véritable industrie sur cette côte. C'est l'apogée de la pêche artisanale, forte concentration d'artisanat liée aux activités maritimes. Et il y a aussi un maximum de population maritime au sein de ces villes portuaires. Et on voit un premier essor du tourisme balnéaire. C'est d'après. Dans une troisième phase, on voit aussi, donc entre 1940 et 1970, une première rupture majeure dans ce que l'on appellerait l'activité maritime ou le cycle ternaire.
On a de nombreux stigmates qui ont été laissés par la guerre, la Seconde Guerre mondiale et la Première également. Une motorisation qui s'est généralisée au niveau des bateaux de travail. On a un déclin de la grande pêche morutière qui va quand même mettre certains quais en suspens. On a donc aussi le déclin du bornage côtier. On a une démocratisation, un essor du tourisme balnéaire et de la plaisance. Et c'est le triomphe de la route. Création de voies express et des routes littorales sous l'impulsion du CELIB. Ce qui a entraîné une concentration de la pêche sur certains ports de taille moyenne. On gagne beaucoup de terrain sur la mer en créant des terre-pleins, des remblais sur des zones humides et des marais littoraux. Et on observe pour la première fois un découplage de la ville et du port. Le port est souvent très technique et il finit par se barricader parce qu'il a une fonction technique qui ne nécessite pas forcément une ouverture au public. Ce qui fait que la ville, comme l'a expliqué l'élu de Lorient tout à l'heure, peut avoir aussi par endroits tourné le dos à la mer et que les héritages maritimes historiques sont aujourd'hui encouragés, mais à l'époque, ce sont de simples bâtis historiques qui sont délaissés. Depuis les années 80-90, voire 2000, on a ce qui appelle, donc dans la dernière phase, ce qu'on appelle une nouvelle maritimité. Il y a une généralisation du mode de vie urbain et de ses contraintes partout, y compris dans les villes portuaires. Le désir de mer touche l'ensemble de la société. La mobilité des populations s'est généralisée et permet de satisfaire justement ce rêve d'aller au bord de mer. Et on a donc un nouveau sentiment, une nouvelle approche, en fait, je dirais, qui est plus personnelle de la mer, de ce rapport à la mer. Et on encourage, du coup, au niveau des modèles d'aménagement, une redécouverte du lien ville-port. Il y a un retournement de la ville vers la mer et une hausse des communications par l'image. Le bord de mer est bien souvent associé au bien-être, au sport et à la jouissance. Pour autant, et là on passera après à la diapo suivante, aujourd'hui, sous l'influence des réseaux logistiques globaux, on observe un nouveau phénomène. L'économie maritime, qui était autrefois motrice de la vie locale, semble de plus en plus déconnectée du reste de celle-ci, tout en étant fortement connectée à un réseau élargi de ports et de sites de production marchands. La question donc du maintien des centralités d'une ville est une question importante qui doit être régie par la vie publique locale, d'autant plus si un ou des sites portuaires sont partie prenante de ces centralités. L'espace portuaire, dans ses dimensions historiques, culturelles, symboliques et identitaires, est intimement lié au centre d'intérêt des habitants des lieux. Mais à défaut d'études préalables faisant clairement apparaître ces aspects de la ville et du port, ils ne sont pas intégrés à l'aménagement. L'idée donc n'est pas d'empêcher l'évolution de ces espaces portuaires dans le cadre de dynamiques maritimes actuelles, mais plutôt de prendre la mesure des projets en amont pour faire ensuite un choix éclairé. La réalisation de modèles devient alors nécessaire pour prendre la mesure de ces espaces. Le modèle n'intervient donc plus en amont du projet pour être appliqué de façon stricte, mais le modèle intervient en amont des réflexions de ce projet pour fournir une connaissance, et c'est là que les travaux de l'inventaire sont extrêmement intéressants, un socle de connaissances communes et généralisées à l'ensemble des acteurs qui vont devoir être impliqués dans ce projet. Parce que les villes portuaires nous confrontent à une difficulté majeure, celle d'une variété de formes, de tailles et de fonctions maritimes. Leur appliquer des modèles peut s'avérer comme difficile et poser des questionnements. Et c'est précisément ce qui fait qu'aujourd'hui, la spécificité maritime des villes portuaires de Bretagne n'est pas systématiquement prise en compte dans l'aménagement du littoral et des projets urbains. C'est complexe, comme vous l'avez redit tout à l'heure encore. Donc, quand c'est complexe, parfois, on essaie de simplifier et on oublie une partie des éléments. Soit on réalise des opérations au coup par coup sans véritable réflexion adaptée préalable, soit alors il existe des modèles de renouvellement urbano-portuaire, on les a cités tout à l'heure, qui sont seulement applicables aux villes de grande envergure. Brest, Lorient, Saint-Malo ont été des exemples de ces reconversions de bâtis industriels ou portuaires. Mais alors, comment accompagner l'évolution urbaine d'un port sans risquer de faire disparaître des éléments bâtis qui sont des repères pour la population et sans risquer également de gommer une partie de l'identité maritime des lieux? Et c'est justement le travail que nous sommes, nous, fixés au sein de l'Observatoire du patrimoine maritime culturel à l'Université de Bretagne occidentale. En Bretagne, nous faisons le constat aujourd'hui qu'en appui des hameaux rétro-littoraux déjà existants et des bourgs d'arrière-côte,
le port a été moteur de l'urbanisation des villes portuaires, que le port est indissociable de la ville qui l'a fait naître et que toutes les activités maritimes s'y sont développées. En résulte donc un nombre important de bâtis historiques de taille variée et à la fonction diverse. Ce qui nous pose question. Quelle est la réalité urbaine d'un port historique aujourd'hui? Pourquoi est-ce important de maintenir un dialogue entre la ville et le port dans l'espace urbain? Et sur quelle base fonder le modèle de la ville portuaire durable? On va pouvoir commenter les diapos très rapidement et très brièvement ensemble. Là, vous avez, j'ai choisi volontairement le port de Paimpol avec une comparaison de photos aériennes entre 1955 et 2019 pour prendre un petit peu de hauteur et voir qu'aujourd'hui, donc on va dire en plus de 70 ans, le port a fortement évolué et qu'il va falloir un petit peu rentrer dans le détail pour comprendre en quoi ce port historique est encore un port historique. Quelles sont les traces qu'il a laissées et qu'est-ce qu'on va pouvoir, nous, déceler à travers ça. Donc, un port historique aujourd'hui, c'est un ensemble d'aménagements terre-mer qui sont nécessaires encore pour débarquer, signaler et protéger de la mer. On utilise encore la majorité des cales qui ont été érigées au cours du 19e, du 18e. Donc, on a en fait encore une utilité de ce bâti historique. Donc, ce qui fait qu'on a du mal à le voir comme quelque chose d'hérité, puisqu'on en a encore l'usage. Un port, c'est également un espace de travail et de production en relation avec la mer. Ce sont des zones artisanales, ce sont également des zones industrielles ou portuaires. Un héritage maritime, dans sa définition, on dit qu'il faut attendre environ une génération si on veut le transmettre à la génération suivante. Il faut en gros laisser 40 ans. Donc, on prend en compte les éléments qui ont été construits il y a une quarantaine d'années. Les zones industrielles ou portuaires aujourd'hui font partie d'un possible patrimoine qu'il est intéressant de prendre en compte à l'équivalent d'une cale ou d'un quai qui daterait du 18e ou du 17e. Un port historique aujourd'hui, si on passe à la diapo d'après, c'est également un lieu de commerce et de logement pour les habitants des lieux. On a par endroits des noyaux urbains qui ont été construits, voilà, comme je disais, au 16e, 17e, 18e. On a des fronts urbanisés aussi construits au cours du 19e. On a des quartiers d'habitat marin, de populations maritimes, qui ont été construits à la fin du 19e, au 20e, dans les années 50, 60, 70. Un port historique aujourd'hui, c'est aussi un spectacle pour les premiers touristes. On peut y retrouver des villas balnéaires, des quartiers, des stations balnéaires. Un port historique aujourd'hui, ce sont aussi des espaces et du bâti ancien plus ou moins désaffectés, des espaces de circulation automobile et les parkings associés, des chemins de déambulation touristique, des saccades en front de mer, des pistes cyclables, des commerces nouveaux avec des terrasses dites en dur. C'est ça aussi la réalité des ports historiques. Une emprise très forte de la plaisance dans le bassin avec des pontons d'accueil, un nouveau bâti résidentiel en front, des résidences de tourisme avec des balcons vue mer. Donc, l'idée d'interface, c'est la question du jour que nous nous posons. Qu'est-ce qu'une interface ville-port? Quand vous voyez ici, dans une approche détaillée de l'ensemble de ce bâti qui résulte des activités maritimes passées et qui peuvent intégrer justement la ville portuaire, la structure même au niveau de son armature urbaine, comment et où s'arrête l'interface ville-port? Donc l'idée d'interface ville-port est née du constat qu'il existait une discontinuité en fait entre le site portuaire et le reste de la ville. Souvenez-vous la diapositive où j'expliquais qu'il y a eu un découplage en fait de la ville et du port. Par l'aménagement urbain, on peut contribuer à la mise en relation des espaces portuaires avec les différents quartiers urbains adjacents. On souhaite du coup par cette action d'aménager ouvrir de nouvelles perspectives. On cherche à recréer des liaisons piétonnes par rapport à un port qui nous a tourné le dos pendant longtemps par rapport à son fonctionnement économique plus intense ou plus technique. Et donc, les quartiers attenants au port souhaitent maintenant déambuler quasiment au front de mer, jusqu'au bout du terre-plein industriel ou portuaire. Le front de mer seulement est souvent soumis au vent. Il faut donc poser des limites à cette fameuse, à ces aménagements en interface ville-port. Il y a une prise en compte aussi de la non-nécessité d'aller partout
tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut trouver finalement la juste mesure, comme je le rappelais en début de propos, entre vouloir se retourner vers la mer, réouvrir les quartiers vers la mer, mais sans empêcher l'activité maritime, qui est un spectacle que l'on souhaite voir maintenir un port. On veut continuer à voir les bateaux débarquer. Donc, il va falloir trouver par projet justement ce fameux degré d'aménagement. Jusqu'où va-t-on jusqu'où pose-t-on la limite à cette fameuse ouverture, à cette fameuse perspective. Juste pour exemple, ça m'est arrivé avec un bureau d'études d'avoir une grande discussion là-dessus. Le bureau d'études en question, par rapport à une interface ville-port, avait réfléchi à développer plein de commerces en front portuaire avec des fameuses terrasses pour pouvoir profiter du spectacle que laissaient les bateaux débarquer. Alors, on avait rigolé un petit peu avec les élus à l'époque en douce parce qu'on s'était dit que le bureau d'études en question qui avait réalisé ces croquis et fait cette proposition-là n'avait peut-être jamais eu l'occasion de s'arrêter ne serait-ce qu'une heure en saison sur le quai par rapport à la situation du vent surtout et des conditions météo qui étaient régulièrement des vents de nord-ouest ou de sud-ouest et de se rendre compte que finalement sur le quai, les quais étaient très ventés, que c'était peut-être pas là qu'il fallait développer des terrasses et une vie commerciale. Donc, il faut aussi prendre en compte la situation de chaque port et de chaque lieu pour pouvoir avoir une réalité de ce qu'il est possible de faire sur ces interfaces. Une ville portuaire n'est donc pas faite d'un seul bloc. Une commune peut disposer d'un ou de plusieurs sites portuaires. Alors, quelle interface choisir ? Et donc, au-delà de la ville, l'identité maritime doit être comprise dans les liens qui relient le port au territoire littoral maritime et donc à son arrière-pays. On ne peut pas tout faire porter sur l'interface ville-port. On ne peut pas non plus envisager dans un contexte de crise que nous connaissons actuellement et qui secoue nos sociétés fortement, de ne pas penser un modèle, puisqu'il faut essayer de repenser justement ces interfaces dans une optique un petit peu plus durable. Et donc, je trouve pas inintéressant de pouvoir s'appuyer sur des éléments bâtis hérités du maritime. Alors, pourquoi nous avons fait ce choix-là pour appréhender la ville portuaire? Pourquoi est-ce qu'on a choisi en amont de travailler sur les héritages maritimes bâtis? D'abord, ils sont témoins de l'histoire maritime et rurale. Le bâti a une part matérielle et idéale qui font que c'est un élément assez intéressant. C'est un repère immédiat dans l'espace urbain qui véhicule aussi l'identité de la ville portuaire et il participe directement ou indirectement au paysage culturel maritime et à la transmission donc de la mémoire et des savoir-faire. En plus, l'héritage maritime bâti, il permet de se projeter dans l'avenir. Parce que quand on décide de faire un tri sur le passé, il est vrai qu'il va falloir aussi se poser des questions. Et c'est tout l'intérêt en fait que nous offre la distinction entre héritage et patrimoine dans le cadre d'une dynamique patrimoniale, c'est d'avoir ce temps de réflexion, à savoir qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on laisse après nous. Et c'est plus, je dirais, ce temps-là qui manque aujourd'hui, qui est un temps citoyen, c'est-à-dire que la question doit être posée de façon collective et qui intéresse, nous, notre réseau. La découverte des richesses et des spécificités des héritages maritimes locaux donc, nécessite de se fonder sur deux actions principales. La première action, c'est apprendre de façon générale le vocabulaire commun fondé sur un classement des divers éléments bâtis hérités des activités maritimes et de la vie littorale. Ce sont les fameux inventaires qui vont nous le fournir. Il existe un corpus, donc une typologie, si on peut passer juste vite fait. Voilà, une typologie spécifique. C'est un outil, je vous invite à en prendre connaissance, c'est un outil très simple. Vous prenez, vous munissez de ce tableau et vous allez vous promener dans la ville et vous essayez de trouver, en fonction des éléments que vous percevez, voilà, dans quelle catégorie ils rentrent. Et ça va vous donner en fait une lecture thématique sur le bâti
sur sa fonction première, parce qu'un bâti maritime a pu être recyclé plusieurs fois. Et ça va permettre aussi de se poser la question de son futur. Quand on a un bâti qui est abandonné, quel usage va-t-il pouvoir retrouver? Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui à lui redonner un usage? Et c'est cette question-là qui est clé, qui doit être débattue au sein de la collectivité. Donc, pour faire court, nous avons, nous, développé au sein de l'Observatoire une méthodologie bien spécifique qui permet, en fait, une fois que vous avez identifié ces différents éléments du patrimoine maritime bâti, de les spatialiser. C'est-à-dire que la ville va vous apparaître selon des sous-ensembles spécifiques à la ville, tels que une zone artisanale portuaire, un fonds portuaire mixte, des sites de surveillance des côtes, des quartiers de population maritime, des quartiers balnéaires, des hameaux rétro-littoraux, un polder ou un remblai. Tous ces éléments-là, en fait, c'est l'armature urbaine de votre ville portuaire. On ne parle plus d'interface. On essaye de la comprendre de façon globale. Et c'est là qu'en fait, le modèle est intéressant. C'est un modèle qui va fournir une connaissance en amont de l'ensemble de la globalité de votre ville portuaire, en tout cas de ce qu'on peut nommer ville portuaire historique. Voilà. Donc, grâce à une première phase de reconnaissance, le patrimoine maritime bâti peut désormais faire l'objet d'une protection foncière spécifique, parce qu'une fois que vous avez donc identifié l'ensemble de les sous-ensembles spécifiques de votre ville portuaire, vous pouvez leur donner derrière des règlements d'urbanisme dans le PLU ou PLUI, et vous pouvez du coup les projeter dans un projet d'avenir qui peut envisager son recyclage ou une réutilisation, un appui dans une fonction nouvelle. Donc le patrimoine maritime bâti a cet aspect projectif sur le devenir des villes portuaires qui n'est pas inintéressant. Voilà. Et depuis 2011, en fait, notre laboratoire accompagne, on peut passer, donc ça, c'est repartir de la genèse d'un port essentiel, en fait, pour comprendre son développement spatial. Et nous avons produit un schéma un petit peu synthétique. Toutes les villes ne sont pas faites d'un même bloc, mais une fois qu'on a des schémas un petit peu de synthèse, des sortes de modèles de compréhension, il est plus simple après de comprendre ce qu'est finalement l'interface ville-port, c'est-à-dire l'action que vous allez pouvoir poser en termes de projet sur votre ville portuaire. Et donc, depuis 2011, notre laboratoire accompagne en fait des élus qui se sont réunis au sein d'un réseau, donc le réseau Port d'intérêt patrimonial, et qui permet aujourd'hui de se questionner sur tous ces projets d'aménagement et de développement durable des villes portuaires aujourd'hui en Bretagne, mais en s'appuyant justement sur cet élément clé que représente aujourd'hui l'héritage maritime bâti et qui peut être aujourd'hui déclaré d'intérêt patrimonial. Voilà, je vous remercie. On va passer aux questions. S'il y a des questions dans la salle, Olivier, peut-être. Puis j'invite aussi les participants qui sont à distance, évidemment, à poser des questions par le chat. On les prendra aussi également. Alors, qui peut réagir à cette présentation très riche? Est-ce que nous avons des collectivités qui ont justement… qui font partie du réseau, justement? Ouais, qui sont ville-port et auxquelles il y a des interrogations, des témoignages à apporter. Paul Martel du port de La Roche-Bernard. Je ne sais pas si vous m'entendez. Une question à nous relayer. Alors, moi j'entends la question dans l'oreillette et donc je vais la répéter. La salle ne peut pas vous entendre, mais je vous entends. Donc Paul Martel de La Roche-Bernard. Oui, je suis un des adjoints de la commune et également président du syndicat du port. Ces sujets sont bien évidemment tout à fait à l'ordre du jour de nos réflexions. Je vous laisse continuer à répéter mes propos ou vous souhaitez que je me connecte? Pour l'instant, donc, Monsieur Martel dit qu'il est adjoint à La Roche-Bernard et qu'il est en charge de ces sujets-là. Et donc, j'attendais votre question, en fait. J'attendais pour synthétiser votre question et pour la répéter à Madame Orfan. Mais écoutez, j'ai une question pratique, c'est de savoir si on peut accéder à cette étude dont on vient de parler, qui est développée par l'Université de Bretagne.
Peut-on accéder à cette étude qui a été développée par l'UBO? Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas une étude, c'est une méthodologie spécifique à la ville portuaire. Donc, oui, on est du coup des universitaires, donc c'est pour ça qu'on s'est associé au réseau Port d'intérêt patrimonial pour être force de proposition, de réflexion, d'apporter effectivement un éclairage sur ces questions-là qui sont parfois difficiles à cerner. Et donc, on est joignable au sein de l'université, leurs enfants, doctorants. Il y a aussi Françoise Perron, qui est géographe, et Nicolas Bernard également au sein de l'Observatoire. Et le réseau des ports, elle comporte combien de ports? Alors aujourd'hui, ce réseau-là comporte 35 communes littorales de Bretagne. Ces communes, en fait, le réseau est un petit peu à l'image, sans en avoir forcément aujourd'hui l'ambition, mais presque, à l'image de Broudet. C'est-à-dire qu'il est né de ce travail qu'avait mené l'Observatoire auprès de quelques collectivités. Il est né du besoin justement de travailler sur ces questions plus particulières du maintien, en fait, d'un bâti historique face à de nouveaux enjeux auxquels étaient confrontées ces villes portuaires. Et donc, c'est un réseau plutôt d'échange et de retour d'expérience sur ces questions-là. Et les maires des communes littorales à l'époque étaient assez démunis, même au sein de leur collectivité supra, c'est-à-dire les comités de communes, comités d'agglo, qui ne parlaient pas forcément justement de ces problématiques-là. Aujourd'hui, on a fait du chemin, parce que depuis 2011, je vois qu'effectivement, la région Bretagne lance ce type de rencontres. Donc, le réseau aujourd'hui compte 35 communes et depuis 2013, il y a un label de projet qui a été mis en route qui compte 12 communes labellisées et qui peut prendre des formes très différentes dans ces projets, mais qui permet en tout cas de mettre sous les feux de la rampe, je dirais, des actions qui ne sont pas toujours visibles en termes de résultats, puisqu'on travaille sur du bâti déjà existant, et que c'est souvent la population locale qui est impliquée dans ces actions de valorisation patrimoniale. Mais il y a beaucoup de choses très intéressantes et très riches qui se passent. Donc l'idée du label, c'est aussi d'encourager ces bonnes pratiques. D'accord. Oui, Marianne. J'ai une autre question à distance de Loïc Guilbeault. La composition des villes-ports historiques présentées met-elle en évidence les ouvrages particuliers qui ont permis de faire face aux submersions dans le temps et qui demain devront faire face au changement climatique? Alors la question justement des héritages maritimes bâtis par rapport à ces aléas climatiques, elle est clé, c'est-à-dire que c'est un des aspects et un des atouts, je dirais, des héritages maritimes, c'est qu'ils ont été érigés il y a parfois plus de 200, 300, 400 ans, donc on a du recul par rapport à ces ouvrages, et donc ce sont des témoins intéressants par rapport à la montée des eaux, comme on dit, ou aux aléas climatiques. Régulièrement, nous, quand il y a des tempêtes, on questionne les maires de nos réseaux pour savoir quels sont les ouvrages qui ont tenu et ceux qui n'ont pas tenu. Et en fait, bien souvent, les ouvrages les plus anciens se trouvent en amont, en fait, des RIA ou des anses et des plans d'eau et sont moins impactés que finalement les infrastructures des années 50 qui sont venues protéger les extensions portuaires, des terre-pleins, etc. Donc, c'est une question très intéressante. C'est-à-dire que là, on a un indicateur tout fait, qui est l'héritage maritime bâti. Donc, il faut les recenser, les répertorier, les analyser en tant que tels. Et j'ai encore une remarque plus qu'une question à distance, puisqu'on a Hervé Madoré, adjoint au maire de Paimpol, qui est membre du réseau, qui dit qu'il y a un beau projet à imaginer pour Paimpol et qui vous invite à échanger demain sur l'avenir de Paimpol. On les rencontre demain. Ah, c'est une invitation déjà lancée, visiblement. Oui. Et M. Madoré a de grandes compétences qu'on mettra sûrement au profit du réseau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour à tous. Ludovic Cassagne, adjoint au maire à la commune de Le Faux, au milieu du Finistère. On est une ville en fond de ria et on est labellisé par le Port patrimonial depuis 2 ans maintenant. Et je voulais juste témoigner, c'est la témoignage,
sur le fait que le réseau nous apporte énormément sur la méthodologie qui a été exposée, sur la représentation spatiale de notre port, et surtout de l'arrière-côte. Parce qu'on a une RIA, on a une ville, petite cité de caractère commercial historique, et on a aussi tout un arrière-pays avec 28 villages et une forêt qui a également servi à la construction navale. Donc cette approche nous permet, avec les citoyens, on a une tout à l'heure au niveau de l'opinion, je voulais vous demander en quoi consiste la labellisation en fait. Une fois qu'on a fait l'inventaire, c'est peut-être très complexe à expliquer en quelques mots, mais comment est-ce qu'on peut se faire labelliser et quel est l'intérêt d'obtenir une labellisation? C'est pas grave. Attendez, je vais faire comme ça. Donc, en fait, le label de projet qui a été initié en 2013, il n'a pas un avantage, je dirais, de financement. C'est plus un label de projet qui vient encourager une démarche et l'accompagner bien souvent d'une ingénierie que n'ont pas les communes littorales. Et on va donner en fait un accompagnement, puisqu'on a un jury qui dispose de compétences reconnues au niveau national et international concernant le patrimoine ou l'aménagement des territoires littoraux. Et en plus, on amène aussi un éclairage, c'est-à-dire que la population, bien souvent, n'intègre pas toujours les projets d'urbanisme et d'aménagement on le découvre en fait après coup. On a un projet tout fait, ils ont à se positionner dessus. Là, le label de projet, en fait, il prend les choses bien en amont, c'est-à-dire qu'on implique dès le départ la population, puisqu'il s'agit de valorisation patrimoniale. Et de façon transversale, on met ça dans des enjeux de la commune actuellement. Donc, c'est un projet qui est intéressant à porter sous le cadre du label parce qu'on lui amène aussi une exemplarité. Et dans le cadre du réseau, les petites communes qui ont envie aussi également peut-être de pouvoir s'engager sur des projets équivalents. Alors les projets, ils sont très très divers les uns des autres. Il y a des communes qui ont été très bonnes élèves, je dirais, et qui ont déjà depuis 20 ans énormément restauré, réhabilité leur patrimoine maritime bâti, et qui se trouvent aujourd'hui plutôt à travailler sur la transmission aux jeunes générations de ce patrimoine et de toute cette culture maritime, à travers, je pense à la NIVDUT, l'élaboration de dictionnaires de la mer avec les enfants des établissements scolaires de la commune, avec un travail aussi de transmission des savoir-faire, des murets en pierre sèche, avec les maçons, avec une association de maçons qui donne de son temps libre pour éduquer la population à refaire elle-même ses murets, etc. Donc, on a des projets très divers et on peut avoir aussi des communes qui vont avoir justement un projet d'interface ville-port et qui voudraient le faire en impliquant un maximum la population et en retenant peut-être un ou deux éléments forts de son patrimoine maritime pour le mettre en avant. Voilà, donc c'est un label qui aujourd'hui est plutôt un label de projet. Donc, ça vous encourage à rentrer dans l'action plutôt. Dernière question. Oui, bonjour, Raymond Ménazin, je suis élu de la NIVDUT, et président du réseau pour l'agrément patrimonial, pour raison des élus de la Bretagne en général. Alors, effectivement, en tant qu'élu, ancien maire, en plusieurs mandats, on s'est aperçu que les voisins, les élus, les voisins principalement, nous posaient des questions. Oui, mais si on met trop en valeur le patrimoine, si on le protège trop, on ne pourra plus développer. Au contraire, l'offre l'a bien expliqué que ce sont non seulement faire partie du réseau pour y avoir le label, puisque la commune a le label depuis plusieurs années déjà, et ça a été plutôt un atout de développement et de protection en même temps. Pourquoi le développement? Parce que c'était l'occasion également de créer des pontons d'accueil pour les bateaux visiteurs qui n'avaient pas il y a quelques années. Et il y a également non seulement améliorer l'accueil pour les gens de passage, et également pour les petits commerçants, parce que une commune de moins de 1000 habitants demande d'avoir quand même des commerces pour pouvoir exister toute l'année, pouvoir bien vivre en été, pour pouvoir travailler un peu moins par la suite de l'année. Et c'était aussi un outil de protection et de développement. Alors, on a réussi à protéger tout le bâti ancien, parce que la NIVDUT, c'est un
un des plus grands ports de cabotage il y a déjà plusieurs siècles. Et maintenant, c'est avec la protection, nous avons bien réussi à faire aussi un outil de développement. C'est le premier port wémonier d'Europe, premier port d'Europe quand même qui est modèle, qui est mis en valeur et qui dit les wémoniers, dit les algues, qui sont que des produits innovants que l'on voit tous les jours dans nos assiettes et dans les champs. Vous voyez, on peut travailler, protéger, comme on a dit, faire un inventaire, bien sûr, d'une part d'abord, faire un inventaire, protéger, et également apporter l'intérêt pour développer. Et tous les maires du réseau proches du ministère qui m'ont contacté ont été séduits et ont adhéré au réseau. Ils sont aperçus que ce n'est pas le fait d'avoir un label de protéger pour les petites cloches, c'est un élément supplémentaire, non seulement pour faire développer le patrimoine ancien qui attire beaucoup d'intéressants pour les habitants de la commune et également pour les gens de passage. Et ce qui n'empêche pas, au contraire, de développer, c'est d'ailleurs le sujet qui sera sûrement abordé demain à plein poil également, on peut bien sûr, et ce qu'il faut faire, protéger et développer en même temps. Pour ça j'insiste là-dessus, c'est ce qui est prévu également au sein des réseaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On remercie l'ensemble de nos intervenants de cette première séquence. Merci à vous pour ces interventions très riches. Donc on le voit bien, nous avons posé le contexte, l'objet, c'est-à-dire de quoi on parle, les interfaces du port, quel mot, quel vocabulaire, quel historique, quel acteur en présence. Maintenant, nous allons parler d'un centre-ville maritime qui s'appelle Loctudi. Donc, nous sommes aussi dans le réseau pour des centres vivants. Donc, comment nous engageons des démarches d'attractivité de centre-ville et centre-bourg, surtout en lien avec le port. Et là, Loctudi a fait le pari de travailler son centre en lien avec la maritimité et en lien avec son héritage portuaire. Donc, on va d'abord, je vais inviter Madame la maire à nous rejoindre et elle sera accompagnée pour cette séquence de Erquy, donc de la ville d'Erquy et du grand site de France, de la directrice adjointe du grand site Erquy Cap-Fréhel, qui vont parler à double voix de la valorisation du grand site et de la criée d'Erquy, en lien notamment avec le centre-bourg. Donc je vais les inviter également à venir aux côtés de Madame la maire. Voilà, vous avez un micro, parfait. Bonjour à tous et à toutes, merci. Merci. Eh bien, donc, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais déjà, pour la première chose, remercier l'ensemble des intervenants au service de la région pour nous avoir demandé, si on voulait bien accepter effectivement de partager notre expérience et notamment notre aventure. Alors, je voudrais aussi remercier les services de la région et tous ses partenaires pour cet appel à projet de dynamisation des bourgs-centres, parce que vous allez voir de manière tout à fait humble que ça a été un petit peu un point de départ, une grande aventure pour la commune de Loctudi. En tout cas, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, rapidement, Loctudi, pour situer, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une petite commune, commune de 4000 habitants, qui se trouve dans le pays Bigoudin Sud. Voilà, donc plutôt tournée à l'est. C'est une commune portuaire avec un port de pêche qui remonte également donc avant les années 1900. Et il y a également un port de plaisance qui est beaucoup plus récent, qui date de 1995. Et puis la commune de Loctudi, alors je remercie aussi Laure aux enfants qui a donné toute la genèse historique
de ce que peut être les communes qui ont un port. En fait, l'Octudie, à un moment donné, certains aimaient à l'appeler la Belle Endormie. C'est une commune qui s'était plutôt, tout doucement, au fil des années, tournée vers ces plages. On a 8 km de côte, avec des plages tournées à l'est, donc il y fait bon, pas beaucoup de vent d'ouest, et c'était une commune balnéaire. Pour vous donner un exemple, nous avons 4000 résidences, dont 2000 résidences secondaires. Voilà. Donc ça vous donne aussi sur ces dernières années l'évolution. Donc nous étions, il faut le dire, une petite commune un peu endormie. Et puis moi j'ai été élue à la municipalité depuis 2001. Donc entre 2001 et 2014, j'étais adjointe aux finances. Et puis la commune a été restaurée, etc. De manière tout à fait, on va dire, en bon père de famille. Et puis, en 2014, avec mon équipe, j'ai été élue maire. Et le projet politique qui restait à faire sur l'Octudie, c'était la place de la mairie. Une place, alors certains aiment bien la comparer à une place de l'Union soviétique, c'est-à-dire hyper minérale, aucun arbre, c'est ouvert sur tous les vents, avec une mairie qui est un style un petit peu bien posé, mais sans caractère historique, on va dire esthétique. Donc ce projet qui se trouvait devant la mairie, il se trouvait, et ça je ne le savais pas à l'époque, c'était le début de notre interface ville-port. Voilà pourquoi je vous raconte ça. Alors, rapidement, ce qu'a fait l'équipe municipale, c'est qu'il y a eu un état des lieux rapidement de fait. Donc, une population, je dois l'avouer, en déclin. On avait perdu ces derniers recensements entre 100 et 200 personnes, même si le chiffre de nos résidences secondaires augmentait. Donc, les jeunes, en résumé, ne pouvaient plus rester sur la commune. Les terrains étaient beaucoup trop chers. Toutes les maisons qui étaient à vendre étaient rachetées au niveau des résidences secondaires. Donc, nos jeunes partaient. Le port de pêche, il y avait quand même 300 emplois. Les gens qui y travaillaient étaient obligés d'aller se loger ailleurs parce que évidemment, pas de logement en location. Les bailleurs sociaux étaient présents, mais n'offraient aucune offre pour les travailleurs jeunes actifs sur la commune. Donc, ils étaient obligés de partir dans les communes limitrophes, et notamment sur Pont-l'Abbé. Les liaisons douces, elles n'existaient pas non plus. C'est-à-dire que, alors ça, c'était la technique un peu des anciens maires. Je vais vous faire sourire sûrement. Il y avait 3 choses que les anciens maires ne voulaient pas voir sur la commune: les vélos, les zodiacs et les camping-cars. Voilà. Bon, alors quand on est arrivé, on a posé cet état des lieux, et on s'est dit c'est pas possible. Donc cet état des lieux fait, alors on va rajouter peut-être la carte d'après. Vous avez quelque chose qui est aussi important. Vous avez là, en fait, c'est le cœur nord de la commune. C'est là que se trouve l'activité économique, le portuaire. Mais nous avions des centralités complètement éclatées. Lorsque, en 2013, nous avons été élus, nous sommes partis dans une étude de plan local d'urbanisme. Et c'est à ce moment-là, on a fait un peu une synthèse de toutes les études qui avaient été faites depuis 1999, et on s'est aperçu que, en fait, le bourg à l'Octudie, il n'existait pas. On avait différentes centralités et qui étaient reliées par, des routes, mais absolument pas de voies piétonnes et absolument pas, évidemment, de voies pour les cyclistes également. Donc ça a interrogé les élus sur comment faire déjà pour faire du lien entre ces différentes centralités et puis redonner aussi une notion de centre, et notamment, je vous ai parlé de l'interface ville-port, comment raccrocher les 2 structures portuaires à la ville. Parce que les anciens maires disaient, j'aimais bien le terme, la ville a tourné le dos à la mer, oui, parce que les anciens maires disaient, le port c'est la chambre de commerce, c'est pas la commune. Nous,
On ne s'en préoccupe pas. D'ailleurs, c'est pas notre territoire. Dès qu'on met le pied sur la zone portuaire, on nous dit qu'est-ce que vous faites là, c'est pas vos affaires. Et puis on s'est dit bah non. En fait, on va continuer dans notre démarche et voir un petit peu. Laure Enfants l'a bien expliqué. Comment relier les deux. On va revenir sur le. Voilà. J'ai dit des centralités décousues. Une superposition aussi d'activités maritimes. Pour vous donner un exemple, ce qui m'avait frappé quand j'ai été élue maire, les premiers documents concernant le PLU avaient été rédigés. Et dans l'introduction concernant la description de la commune, aucune structure portuaire n'était décrite. C'est-à-dire que la ville était prise en termes de terrestre. On ne disait nulle part que la commune, c'était une commune maritime avec 2 ports. Alors là, je me suis dit, oula, on est à un moment charnière. Voilà, donc c'est pour vous expliquer un petit peu. Évidemment, un bord de mer, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui a été un petit peu vampirisé par les habitations. Hein. Tout notre bord de mer, 8 km, est quasiment constructible sur l'intégralité des 8 km. Donc, depuis, on va dire, 40 ans, le bord de mer s'est construit. Avec une difficulté pour le commerce et l'emploi. Nous avions des commerces qui ont été très malmenés dans les années 95. Je suis arrivée sur la commune en 95, même si ma famille y était auparavant. Et nous avions ce qu'on appelle la rue du port. Et bien, tous les commerces se fermaient. Ils étaient tous avec un rideau fermé. Il restait les boulangeries, les cafés aussi. Mais en dehors de ça, plus aucune activité commerciale. On avait un petit supermarché, heureusement, qui a permis aux habitants de la commune de ne pas aller sur Pont-l'Abbé à côté, mais c'était la catastrophe. Et les commerçants ne pouvaient vivre que pendant l'été, c'est-à-dire juin, juillet, août et encore septembre, mais ne pouvaient pas vivre à l'année. Donc tout le monde partait et puis fermait. Et l'emploi, je ne vous dis pas, l'emploi pour nos jeunes en dehors du portuaire, il n'y en avait pas. Donc on a sur le portuaire 300 emplois, on a des magasins de marée, on a des semis qui viennent, il y a des arrivées de poissons, etc. Mais c'est quand même très actif. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que le port de Loctudy fait partie des ports Bigoudin d'abord et de la place cornouaillèse qui va de Concarneau jusqu'à Douarnenez. Il faut savoir que cette place portuaire, elle est la première place de pêche fraîche en France. Il ne faut pas l'oublier. Sur cette place portuaire, on a 6500 emplois entre Concarneau, Douarnenez, en passant par Loctudy, le Guilvinec, etc. Donc c'est énorme, avec des filières navales très importantes. Voilà. Mais à Loctudy, la pêche en Pays Bigoudin, c'est Guilvinec qui est la tête de pont. Loctudy, et là, on avait jusqu'à il y a peu de temps 11 mareyeurs des entreprises familiales. Actuellement, il en reste 5. Et l'avantage, on a maintenu l'emploi, ces professionnels ont maintenu l'emploi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté d'être rachetés par. Donc, on a encore un peu d'emploi. On sait tous que les volumes de la pêche sont en baisse actuellement, avec un gros enjeu sur l'avenir. Voilà. Alors, maintenant, j'en reviens à l'appel à projet. Nous avons beaucoup cogité 2013, 2014, 2015, etc. Quand est sorti l'appel à projet au niveau des élus, quand l'équipe municipale a lu cet appel à projet, on s'est dit que cet appel à projet allait cristalliser, allait recentrer toute la problématique de la commune de Loctudy en peu de temps. Ça veut dire qu'en fait, les élus ont décidé de faire appel on a fait appel à une personne pour nous aider, pour regrouper toutes les études que nous avions faites depuis 1999. Nous avons tout mis sur la table. Et il se trouvait aussi, et je vais vous en parler un tout petit peu plus loin, que, comme disait Laure Enfants, nous avons une ancienne conserverie sur la commune qui date des années 1900. C'est une conserverie de sardines. C'est la plus petite qui existe en Europe.
et il se trouve qu'elle est dans son jus. C'est-à-dire que les bâtiments sont intacts, tous les matériels existaient à l'intérieur. C'est un peu comme Pompéi, vous voyez, elle a été figée dans le temps et on a 800 pièces à l'intérieur qui sont classées monuments historiques. Tout est authentique. Et on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Alors, on a rédigé un document que j'ai là et on a essayé de se structurer, c'est ce que disait Laurence Fortin aussi. On a structuré notre réflexion en se disant quels sont les points de revitalisation qui pour nous sont importants. Les mobilités, l'habitat, le tourisme et le commerce. Une fois que l'on a mis ces enjeux-là posés sur la table, eh bien, on a déroulé. On a déroulé tout ce qui allait nous permettre, j'aime à le dire comme ça, de redynamiser peut-être, parce que là aussi je suis humble, de peut-être redynamiser la commune. Voilà. On va pouvoir passer. Alors, voilà. Alors, c'est vrai que c'est peut-être assez flou. On est toujours ici sur la partie nord de la commune. C'est là que se trouve le cœur du bourg, avec son activité portuaire. Vous avez le port de pêche, qui est là, et le port de plaisance. Et donc, rapidement, nous avons mis en musique toutes les actions sur les différents thèmes que je vous ai proposés. Alors, on va repasser. Alors, l'interface du port, juste un mot pour vous dire la genèse. La mairie se trouve au cœur, là, et l'interface ville-port, vous voyez, c'était la partie, on va dire de manière basique, c'était la dernière partie que nous voulions aménager. Et jamais à l'époque, on aurait imaginé que ça allait être le point de départ d'une politique de redynamisation du bourg. On est parti d'aménagement urbain, tout simple, et puis on a eu, grâce à cet appel à projet, la possibilité de se dire on n'est pas dans le faux et on va peut-être pouvoir faire quelque chose. On va peut-être passer aux actions. Alors, rapidement, la première chose que l'on a fait, vous avez sur la photo du haut, le bâtiment de la mairie, il est blanc. Et donc, l'interface, le début de l'interface se trouve sur la grande place qui était là. Et nous avons, une des premières actions, décidé de travailler pour le commerce. Et notamment pendant l'été, on a en fait un volume de passages touristiques. On est 4 000 habitants en hiver, on passe à 12 000 en été. Et la place du marché, elle est, on a toujours beaucoup de monde. Donc, le premier projet, c'est que nous avons réalisé une halle commerciale que l'on a posée sur cette place étant à côté de l'église qui est du XIIe siècle, monument historique. Voilà. Et donc, ça a été notre première action tournée vers le commerce. Deuxième action, on est sur le logement des jeunes. Alors, c'était quelque chose qui m'importait beaucoup. Les témoignages de la population que j'avais, nos jeunes partent. Ils partent. Alors, on va essayer de mettre en place des actions pour les maintenir sur le territoire. Et nous avons été accompagnés par des bailleurs sociaux. Donc, l'OPAC, le Finistère Habitat, qui ont accepté de nous accompagner. Alors, première opération, et là, Laure est partie, mais c'est avec beaucoup d'humilité parce que vous allez comprendre pourquoi. Ce que vous voyez là en haut à gauche, c'est l'ancienne glacière qui servait au port de pêche. Eh bien, les élus ont pris l'option de la démolir et de construire deux bâtiments, parce qu'il y a la rue du port de l'autre côté, où on va offrir des logements à bas coût, à loyer modéré pour les jeunes. Donc, on est sur 12 logements. Mais l'option, alors on s'est fait accompagner par le responsable des bâtiments de France au niveau du Finistère, qui nous a conseillé de démolir ce patrimoine du passé. J'avais quelquefois un peu honte de le dire, mais bon, voilà, on l'a fait et on l'assume. C'était un coût exorbitant de garder ce patrimoine, de le réhabiliter en logement. On augmentait de 30 ou voire 40%. Et là, du coup, les bailleurs sociaux ne nous suivaient plus. Et la mairie ne pouvait pas le faire seule. Voilà, donc le bâtiment qu'on va avoir à la place, il est en bas. Nous avons également mis en place un lotissement
juste à côté du centre-bourg. Là, c'est l'OPAC de Quimper-Cornouailles qui nous accompagne. 6 petites maisons en location et qui vont démarrer en janvier. Voilà, et vous avez le plan là. Ensuite, alors, ça c'est le projet qui est là, lié au culturel et au tourisme. Je vous ai parlé de notre petit joyau qui est lié au patrimoine portuaire. Donc, c'est la conserverie de Galles, qui est donc en cours de restauration, classée monument historique. Monument historique. Nous avons été aidés par différents partenaires. Et là, je remercie tous nos partenaires, parce que sans eux, on n'aurait absolument pas pu réaliser ce qu'on est en train de faire. Donc, on peut peut-être... Alors, si on revient sur la... Voilà, en cliquant, normalement, on doit avoir une petite vidéo. Je n'avais pas vu ça. Bon, c'est pas grave. On va la voir tout à l'heure. Oui, ça marche. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de passer, comme il me reste peu de temps, c'est de passer à la dernière vidéo qui va résumer toutes les actions que nous avons mises en œuvre. Elle dure 2 minutes. Ouais. Je suis juste dans le timing. Vous m'excuserez, je suis bavarde, mais je suis aussi passionnée. Voilà. Alors, cette petite vidéo a été réalisée par un de nos élus. C'est quelque chose. Oui, mais. Mais ça nous permet de voir les. Voilà. Alors, là, vous avez la flèche. Donc, on est sur le port de pêche ici. Vous avez la flèche pour la conserverie de Galles. Donc, on peut y aller. Donc, voilà le bâtiment de la conserverie. La restauration bâtiment, enfin, tout l'immobilier est quasiment terminé. On va rentrer dans la mise en scène dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc, elle a été classée monument historique il y a 2 ans, ainsi que toutes les pièces qui sont à l'intérieur. La glacière, je vous ai dit qu'on a démoli, et sur cet espace, on va avoir ce bâtiment qui va être qui va être terminé, on va dire en juin 2021. Ici en centre-ville, on a également un ancien centre de vacances qui a été racheté pour faire une seigneuriale. Je le dirai tout à l'heure aussi pourquoi. Ça, c'est le port de pêche. Le projet, c'est d'avoir un centre d'interprétation qui va être posé juste au centre là, qui va faire raconter l'histoire du port. On aura un food lab en lien avec la conserverie pour travailler avec les professionnels restaurateurs aussi de la commune. On a vu la construction de la halle, hein, donc elle est en fonction. Tout l'été, le marché a été réalisé sous cette halle-là. Voilà, ça c'était cet été. Alors, nous avons encore un projet en centre-ville avec l'installation d'une maison médicale qui est en cours, le permis de construire est en cours. Voilà, ça aussi, problématique de santé. On n'avait plus de médecins, beaucoup d'infirmières, mais plus de médecins. Et cette maison médicale va aussi nous a amené 1 ou 2 médecins supplémentaires. Donc voilà, ce projet-là va sortir. Et voilà, je vous ai dit tout à l'heure, un lotissement pour accueillir les jeunes, tout à côté du centre-bourg également. Voilà, les petites maisons de l'OPAC. Et on va terminer. Vous avez une vision sur le port de Plaisance. Le port de Plaisance qui malheureusement est déconnecté du centre-ville également. Hein, donc, et puis, le dernier site touristique de l'Octudie, pour lequel une étude est en cours de faisabilité, un ancien centre d'hébergement de la CAF qui est fermé depuis 2013. À notre grand désespoir, on va essayer de trouver une solution pour le refaire vivre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous propose de changer un peu la programmation, c'est-à-dire si vous le souhaitez, de rester sur l'enthousiasme et le dynamique de Madame la maire et de passer à l'intervention d'Erki. Et peut-être avez-vous aussi
voilà, des discussions, des interrogations, et dans ce cas-là, on va en échanger, vous pourrez en échanger ensemble. Et après, on viendra vers vous pour les questions. Donc, gardez bien les questions pour Madame la maire de Loctudie, et ensuite pour Erki, si ça vous va. Okay. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à la région de nous avoir invités pour partager notre expérience sur la criée d'Erki. J'arrive. Ouais. Avant que ça arrive, encore bravo Madame le maire. Le dynamisme qu'il y a sur votre ville, ça me donne envie. Ouais, c'est bien. C'est pas un sujet simple. 20 années, c'est bien. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu qui on est. Donc moi, je suis directrice du syndicat mixte Grand Site de France, Cap d'Erki, Cap Fréhel. C'est un syndicat en fait qui a été créé en 92. À l'époque, il s'appelait le syndicat des Caps. Et sa mission était déjà de valoriser et de préserver le territoire et le patrimoine naturel en particulier. Donc le syndicat a 3 missions, d'animer et de gérer le Grand Site de France. Je vous expliquerai un petit peu plus après à quoi ça correspond. Il est opérateur Natura 2000 aussi. Donc en fait, le site Natura 2000, il est en bleu foncé. Donc il y a une petite partie terrestre qui est tout le littoral en fait, du Cap d'Erki jusqu'à la pointe de Saint-Quart, le Pic d'Eau. Donc en Côte d'Armor, je n'ai pas précisé. Mais... et puis, une des missions historiques du syndicat est de mener de l'éducation à l'environnement, que ce soit au niveau patrimoine naturel, mais aussi d'expliquer, de faire découvrir le patrimoine local, bâti et l'économie locale aussi. Donc juste un petit zoom sur le Grand Site de France, c'est en fait 4 communes, une partie des 4 communes, Plévenon, Fréhel, Plurien et Erki. Il couvre donc les 2 sites classés, le Cap d'Erki et le Cap Fréhel, sur 5000 hectares environ. Donc juste pour expliquer un petit peu ce que c'est qu'un Grand Site de France, c'est un label en fait qui intègre donc des sites classés de grande notoriété et qui ont subi, on peut dire, une grande fréquentation touristique et qui mérite donc d'être dans les milieux et les sites méritent d'être restaurés. Donc ça, c'est le point de départ. On passe par une procédure qu'on appelle l'opération Grand Site, qui est en fait un programme d'action qui va mener, normalement, aboutir à l'obtention du label par le ministère de l'Environnement. Donc c'est un peu, la labellisation, en fait, est on peut dire une récompense des actions qui ont été menées par tous les acteurs du territoire, les élus, les communautés de communes, les associations, etc., tous les usagers du territoire. Donc la labellisation du Grand Site de France Cap d'Erki a été obtenue en septembre 2019. Donc on est on est un site très récent, et l'opération Grand Site a été lancée en fait en 2012. Donc 7 ans en fait d'action pour aboutir au Grand Site de France. Je peux passer à la prochaine. Donc au moment de l'opération Grand Site, il y a eu des réflexions et un diagnostic du territoire pour amener à la définition de caractéristiques de valeurs force du Grand Site de France. Et en fait, ce pêle-mêle de mots vous donne un peu la synthèse des réflexions et du diagnostic de ce que c'est que le territoire du Grand Site Cap d'Erki Cap Fréhel. Donc évidemment la diversité des milieux naturels, les falaises, les couleurs, puisque on a des couleurs extraordinaires à la floraison des Landes, par exemple, la force des paysages, des falaises du Cap, des 2 caps, et puis le grès rose, une géomorphologie particulière, et puis évidemment les activités humaines, dont toutes les activités liées à la mer. Donc l'animation du Grand Site de France, évidemment, ça ne se fait pas qu'avec le syndicat, c'est tout un partenariat. D'abord, la structure, elle est portée par 3 collectivités majeures. C'est le département des Côtes d'Armor,
et les deux communes d'Ambas-Terre-Mer et Dinan-Agglomération sur lesquelles sont le grand site de France. Et puis évidemment, les autres structures partenaires, c'est évidemment les 4 communes du grand site, le conservatoire du littoral, qui a du foncier, le CIE, etc. Et la région de Bretagne, avec qui on travaille et qui finance des projets du grand site. Et Natura 2000, des financements européens aussi, évidemment, pour l'opération Natura 2000, l'animation de Natura 2000. Donc là, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet sur ce qu'on a réalisé sur le port d'Erquy et sur la criée en particulier. Donc il y a deux projets, enfin 2 actions majeures que je vais présenter. Donc les actions d'éducation à l'environnement et puis un projet de création d'un lieu d'accueil estampillé grand site sur le port d'Erquy. Donc l'éducation à l'environnement, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment une des missions historiques du syndicat. Notre territoire d'action en fait se porte sur les 102 communes des 2 communautés d'agglomération. On peut très bien faire des animations en dehors du grand site. On touche à peu près 5500 personnes par an. La majorité des groupes sont des scolaires. Il y a 3 personnes donc, dans le pôle animation du syndicat. Voilà, on peut passer à la prochaine. Donc la visite de la criée d'Erquy, en fait, elle date d'il y a une vingtaine d'années. En fait, le syndicat s'est posé en fait comme médiateur assez rapidement, comme médiateur entre le monde de la pêche, l'univers assez complexe en fait de la mer et des activités maritimes, et le public très intéressé et surtout qui a toujours un imaginaire assez important par rapport aux activités maritimes. Donc l'idée en fait, c'est que, on s'est dit aussi que la criée en fait finalement était l'interface intéressante, un lieu vraiment de rencontre entre ce monde de la pêche et le grand public, puisque c'est un lieu où en fait les gens ont toujours envie d'aller visiter une criée. Bon, et parfois interrogatif par rapport à comment se passe une criée, la vente de poissons. Donc l'enjeu en fait c'était de faire découvrir au public cette diversité de la filière pêche et puis que le public puisse comprendre aussi les contraintes des pêcheurs, les contraintes de tous les acteurs de cette activité. Donc comment se réalise une visite de la criée? Concrètement, en fait, on donne rendez-vous au public à 6h ou 6h30, puisque l'été, on réalise deux sorties l'une après l'autre, 2 groupes successifs en fait. Donc il y a d'abord une première découverte de la fonctionnalité du port. Donc, vous voyez une photo là au petit matin avec le groupe sur le port. Il y a la prise du kit hygiène, puisqu'en fait toutes les personnes vont porter une blouse avec une charlotte. Et puis après, on va passer à la participation de la fin de la vente à la criée. Donc on va être à l'intérieur de la salle où il y a donc tous les ordinateurs, le grand tableau, et on va expliquer donc aux gens comment se passe en fait une vente, et puis que veulent dire tous les chiffres sur le tableau d'affichage, etc. Donc le 4e point, après on revient en bas dans les halls et on explique en fait comment se passe l'expédition, la logistique des poissons en fait. Après on l'explique à l'extérieur, on sort de la criée et on explique les matériels de pêche. Et puis après on va visiter un atelier de mariage. Donc ça permet qu'il est sur le port lui-même, et donc ça permet de voir un peu comment commence la transformation en fait de la ressource. La fin de la visite est à 8h ou 8h30, et l'année dernière on avait couplé la visite avec un petit déjeuner sur le port après la visite, et puis après une sortie en mer avec l'opérateur touristique Armand Navigation.
afin de prolonger la découverte du milieu maritime. Bon, cette année, pour les raisons que vous pouvez imaginer, on n'a pas pu réaliser ce prolongement de la visite. Donc, bon, juste ça, c'est un tableau qui date donc de l'année dernière. On va dire qu'environ, sans vouloir le détailler, le présenter en détail, globalement, il y a 1000 personnes qui vont être touchées par cette visite de la criée, environ 800 grand public, adultes et familles, et puis environ 500 scolaires vont visiter la criée. Par contre, le problème, c'est que en fait, les scolaires viennent une fois que la criée est en train de se faire nettoyer, donc ils n'ont pas la vie, l'arrivage des poissons, le tri des poissons, et puis aussi évidemment la vente des poissons. Donc l'idée là, c'était que on s'est dit que, en tout cas, les animateurs ont considéré que c'était nécessaire d'avoir un outil pédagogique qui permettait de faire découvrir ces milieux aux enfants, mais de manière plus approfondie qu'une seule visite de la criée qui était en train de se faire nettoyer en fait. Donc on a créé une malle pédagogique qui vient d'être inaugurée, qui s'appelle Philippèche, suivez le poisson. Donc on a apporté ici un module. En fait, la malle est constituée de 4 modules. Vous pouvez passer à la prochaine. Donc le premier module, c'est le milieu de vie et les ressources du milieu, donc les milieux naturels et la faune. Le deuxième, c'est les techniques et les outils de pêche. Le troisième module, c'est le port et ses infrastructures. C'est celui que j'ai apporté. Et le troisième et le quatrième, donc les circuits de transformation et de distribution. Donc cette malle pédagogique, elle a été réalisée vraiment en partenariat avec tous les acteurs de la filière pêche. Que ce soit, donc là vous avez des visuels des jeux, que ce soit les pêcheurs, le personnel de la criée, mais aussi les transformateurs, c'est-à-dire ceux qui font des rillettes ou les poissonniers, etc. Sans eux, de toute façon, la malle n'aurait pas pu exister. Donc, le principe, en fait, c'est que la malle soit prêtée à une école pendant une semaine, à une classe pendant une semaine, et qu'il y ait quand même une visite de la criée en amont et en aval de la semaine passée. Et en fait, chaque module, c'est un jour dans la semaine. Le mercredi, les enfants travaillent. C'est 4 modules, 4 jours. Voilà pour la malle. Donc, en parallèle, donc le projet de l'opération Grand Site et le label Grand Site de France. Donc là, je vais passer à la deuxième partie de mon intervention. On réfléchit, les partenaires et les élus ont réfléchi à créer un maillage de lieux d'équipement, de lieux d'accueil du grand site sur l'ensemble du territoire. Donc, je vais passer à la prochaine. L'idée de ces lieux d'accueil était en fait de sensibiliser donc, le grand public à la valeur culturelle, naturelle du grand site, mais aussi de faire en sorte d'inviter le visiteur donc, à parcourir le grand site dans son ensemble, d'inscrire ces lieux dans le réseau évidemment des équipements touristiques déjà existants, de ne pas refaire évidemment, de ne pas augmenter, de ne pas refaire ce qui existe déjà, et puis de prendre comme fil d'Ariane donc le grand site pour imaginer des espaces qui vraiment mettent en valeur l'identité du territoire. Donc il y a eu une première étude scénographique sur l'ensemble du territoire par un bureau d'études qui s'appelle La Prod et dans le Pré, qui vient de La Rochelle. Et à partir de cette l'étude en fait a mis en évidence 4 lieux d'accueil qui pourraient être réalisés sur le grand site. Donc 2 sites vitrines, la criée d'Erquy et le phare du Cap Fréhel, et 2 sites d'approfondissement, donc le bâtiment des Sœurs à Févenon et le marais de Plurien. Vous pouvez passer à la suivante, voilà, ça donne une carte
des quatre sites, considérant le phare du Cap-Fréhel comme un peu une maison-site pivot du territoire, monument historique. Donc en fait, sur la criée d'Erquy, enfin sur le port d'Erquy, il y avait donc une salle qu'on appelle la salle panoramique, qui a été construite par la CCI en fait. J'expliquerai un petit peu après, enfin M. Hermet aussi expliquera un peu le contexte du port d'Erquy. L'idée aussi sur ces maisons de site, c'est que le gestionnaire ou le propriétaire de ce lieu existant prennent en fait en main le projet. Et là, ici, sur la criée d'Erquy, ben, le gestionnaire de cette salle panoramique, c'est Armand Navigation, donc, que j'ai déjà cité, donc un opérateur touristique qui a accepté voilà, de prendre en main ce projet de lieu d'accueil. Sur les sites vitrines, l'idée était d'avoir donc cinq fonctions, un pôle d'accueil et de service, un pôle visite, un pôle animation, un pôle commercial avec une boutique et potentiellement un restaurant et un bar attractif, et puis un pôle exploitation pour tout ce qui est technique. Donc là, vous voyez une partie du port d'Erquy en fait, qui est adossée au cap d'Erquy, avec la criée, toute la criée, et la fameuse salle panoramique est à l'extrémité du bâtiment de la criée, hein, avec des grandes baies vitrées, donc une vue sur le port et une vue sur la zone, sur la mer. En fait. Une très belle vue et un lieu assez agréable. Vous avez, alors juste au-dessus du bâtiment de la criée, on devine en fait une passerelle métallique. Donc l'idée là, c'était, c'est en anticipation de du déplacement des touristes pour accéder à cette salle panoramique. L'idée, c'est que les personnes arrivent par cette passerelle pour éviter d'avoir un conflit de déplacement avec les pêcheurs et les personnels de la criée. Bon, pour l'instant, cette passerelle n'est pas encore utilisée, mais elle devrait l'être bientôt. Donc c'est une passerelle d'ailleurs qui a été en partie financée par la région dans le cadre du dispositif site d'exception. Donc par rapport au fait que c'était sur un grand site de France. Donc les propositions du cabinet d'études La Prod est dans le pré, c'est donc d'avoir une offre d'interprétation des métiers de la mer pour prolonger en fait la visite de la criée ou non, parce que les gens n'étaient pas de faire la visite de la criée, d'avoir une dégustation. Bon, c'est un site exceptionnel en termes de vue et de permettre voilà, d'avoir vraiment une vue sur le port, l'activité du port et une vue sur la mer. C'est une offre aussi de lieu d'accueil qui est possible pour tous les habitants et évidemment toute l'année, pas forcément que les visiteurs touristiques. Et puis, c'est aussi une offre significative pour le bourg d'Erquy qui peut attirer donc, les gens à venir sur la commune. Donc voilà, je répète un petit peu. Là, c'est donc l'idée du bureau d'études, en gros, c'est d'avoir un cheminement de découverte du port et de ses activités. Donc l'immersion donc avec la visite de la criée, et puis une salle scénographiée dans la salle panoramique, avec un espace de réalité virtuelle. Et voilà, toute une scénographie autour des activités de la mer. Et puis l'espace de dégustation ici. Donc ça, c'est du dessin, c'est du projet, c'est pas encore réalisé. Donc le bureau d'études a aussi envisagé évidemment d'avoir une signalétique. Donc là, on en a parlé tout à l'heure. Quand on arrive au niveau du port, on a un peu l'impression que c'est un terrain militaire et personne ne peut rentrer. Parce que voilà, avec toutes ces barrières, les panneaux sont pas très très clairs. Et en fait, quand les visiteurs viennent, soit pour une visite de la criée, soit pour aller faire une sortie en mer avec Armand Navigation, et ben la zone de déplacement de ces visiteurs n'est pas claire du tout et n'est pas encore réfléchie. Et en tout cas,
réalisé. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une signalétique même en amont du port, dès le parking, pour avoir voilà, peut-être un appel en fait au lieu d'accueil de la criée. Et puis potentiellement, même en dehors de Cuillance d'Erquy, l'idée peut-être c'était d'avoir une signalétique qui permettait d'avoir un lien avec l'aménagement urbain et que les gens puissent aller directement via ces petits chemins de poissons jusqu'au port d'Erquy. Donc je vous ai parlé des flux qui n'étaient pas encore tout à fait clairs sur le port. Alors là, c'est une carte qui a été réfléchie avec les différents acteurs, donc, dont la Chambre de commerce. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est un peu compliqué. Là, donc on a le cap d'Erquy en fond. Les petites flèches rouges là, sont en fait potentiellement le déplacement des visiteurs touristiques, donc en passant par cette passerelle et en passant derrière un parking qui n'existe toujours pas, pour aller jusqu'au quai là, en bas à gauche, pour embarquer sur le bateau d'Armor Navigation. Le parking en haut à gauche là, pourrait être le parking du personnel, de la privée, etc., et puis potentiellement des pêcheurs aussi. Et un parking pourrait être construit en bas, au milieu, là à droite, pour les visiteurs touristiques. Donc c'est assez complexe parce que finalement le port est assez... Et finalement, voilà, que les multiples usages ne se croisent pas trop et ne se gênent pas. Suivante. Donc là, on voit sur cette photo donc la criée d'Erquy avec la salle panoramique et tout le chemin en fait qu'il faut faire sur le port pour arriver au bateau de sortie en mer d'Armor Navigation. Voilà, donc juste pour dire oui que en fait juste avant. Donc les acteurs principaux du port d'Erquy, c'est la CCI, le département qui est propriétaire foncier, Armor Navigation, le Grand Site de France et évidemment la commune d'Erquy. Peut-être que je laisserai Bruno Arnotte conclure parce qu'en fait j'ai mis cette carte pour montrer aussi la difficulté aussi qu'il y a entre le lien port-ville et les déplacements qu'il peut y avoir, voilà, parce que le port est vraiment à l'extrémité de l'Anse d'Erquy. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est vrai que Bruno Arnotte, je suis adjoint au tourisme. Et c'est vrai que ce projet est très bien, très beau. Mais la contrainte qu'on a par rapport à un port, c'est vrai que c'est professionnel. C'est lié le tourisme avec le professionnel. Il est vrai que les touristes ils demandent que ça quand ils viennent à Erquy. Ils viennent d'abord sur le port, après ils visitent Erquy. Et c'est vrai que c'est l'attractivité, c'est la débarque de poisson. Et les contraintes que vous connaissez très bien quand vous travaillez, un professionnel n'aime pas trop avoir du monde dans les pattes. Et l'important aussi, c'est surtout par rapport à la sécurité. Et ici, on se retrouve au bout du port. Donc à côté, on a les commerces avant d'arriver au port. Et au bout, c'est vraiment, on appelle ça en poli, un cul-de-sac. Et c'est vrai que c'est la contrainte que l'on a. Et c'est vrai que on arrive aujourd'hui à travailler intelligemment avec la CCI pour que les touristes puissent passer pour aller aux activités, profiter des activités. Mais c'était très, très dur. Donc, grâce au grand site, maintenant, ça commence à se développer. Et c'est un bon, parce que sachant que c'est un plus pour le tourisme, l'attractivité. Mais c'est vrai que c'est toujours une grosse contrainte, de toute façon, en mélangeant tous ces deux types de métiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le tourisme qui remporte sur la pêche, comme vous en parlez tout à l'heure. Merci beaucoup. Peut-être, on va peut-être. Vos interventions sont très intéressantes. Peut-être revenir sur deux choses, c'est-à-dire que nous avons vu en effet le projet Centre maritime de l'Octudie qui a travaillé le rapport au port, à la maritimité pour faire venir et travailler sur son centre-bourg, sur son centre-ville. Et là, on voit Erquy où nous sommes davantage sur les ressources et comment, en effet, faire connaître les métiers, les professionnels, le monde de la pêche et également vecteur de tourisme.
et comment, comme vous le dites bien, les gens qui viennent au port puissent également aller dans le centre-ville. Donc c'était aussi intéressant d'avoir ces deux témoignages qui se répondent, et sans doute vous avez des questions. Alors n'hésitez pas, vous avez trois intervenants. Si vous avez des questions dans la salle, si ça vous fait appel à des choses également sur votre territoire. Il y a une première question ici. Oui, je voudrais remercier. On vous laisse vous présenter, monsieur. Pascal Buzet, je suis maire de la commune de Bénétin, vice-président de la communauté de communes de Pierre-Atlantique. Je voudrais remercier Madame le maire de l'Optudy d'avoir présenté avec un tel enthousiasme ma commune et mon projet politique. Alors je m'explique, c'est que plus vous avanciez dans l'explication de votre entrée en matière dans la commune, plus j'avais des millions de questions qui arrivaient, parce que j'avais l'impression que ma commune, c'est un peu la petite sœur jumelle de la vôtre. Et Pénétin, pour parler court, c'est 2000 habitants l'hiver et 40 000 l'été. C'est l'emploi 120 dans la pêche, principalement la viticulture, puisque nous produisons 3500 tonnes de moules, la moule du Bouchot qui est assez connue. C'est l'emploi, c'est évidemment l'établissement médico-social, mais donc une commune qui effectivement s'endort. Mon prédécesseur, c'est 20 ans 25 ans de mandat, donc j'arrive avec un projet politique qui s'apparente vraiment au vôtre. J'ai trop de questions à vous poser. Je pense que j'aurai besoin de votre portable et qu'on prenne très vite rendez-vous. Je suis également accompagné de ma directrice générale qui a pris énormément de notes. J'aurai quand même deux questions pour aussi quand même avancer sur le sujet. La première, c'est comment vous avez fait aussi pour associer ces deux publics que sont les locaux et le tourisme. Et une inquiétude, le temps qu'il faut pour mettre en œuvre ces projets-là. J'entends parler de projets que vous avez, que j'ai dans mon projet politique et qui arrivent maintenant, alors que vous êtes en place depuis 2001, si j'ai bien compris. Donc voilà, j'ai trop de questions à vous poser, je pense qu'il faut qu'on se rencontre. Eh bien, écoutez, déjà, merci pour votre intervention. Mais effectivement, je pense qu'au stade où, enfin, les points communs entre nos deux communes méritent qu'on se pose. Voilà, donc c'est avec plaisir qu'on vous accueillera, soit l'Optudy, soit on fait la moitié de la route, enfin, voilà, comme vous voulez. En tout cas, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on vous expliquera un petit peu comment on a fait. Alors, vous avez deux autres questions. Alors, la première est un petit peu plus compliquée. La deuxième, sur le temps, je vais y répondre tout de suite. Alors, j'ai répondu à monsieur qui m'a posé exactement la même question au tout début. En fait, le projet qu'on vient de vous décrire, c'était pas un projet qui date de 20 ans. C'est un projet qui est né en 2014, lorsque j'ai été élue. Je faisais partie de l'ancienne équipe municipale où effectivement les choses ronronnaient plus. On n'était pas dans l'aménagement du territoire. Donc, ce projet que je viens de vous décrire, pour le mettre en place politiquement 6 années, et les projets techniques sont en cours de réalisation. Voilà. Tout n'est pas terminé, loin de là. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité repartir sur ce mandat-ci. Donc, tout est en cours de réalisation. Le projet l'appel à projet, on l'a rédigé, ça nous a permis de comprendre, on l'a rédigé en 4 mois, hein, avec l'aide d'un bureau d'études. Et on avait déjà commencé à engager les différents projets, mais ça a accéléré les choses. Voilà. Donc, ça peut aller, je dirais que ça peut aller relativement vite. Relativement vite. Je pense qu'il n'y a pas besoin de 20 ans. Il y a besoin peut-être de 10 ans, quoi. Mais on a démarré les premiers projets sur 2-3 ans. Voilà. Et concilier les deux, alors le tourisme et puis c'est les acteurs portuaires, c'était compliqué sur l'Optudy parce qu'en fait, déjà les habitants tournaient le dos au port. Pour la majeure partie, ils avaient tous dans leur famille des gens qui avaient travaillé sur le port. Quand je suis arrivée en 95, 45 bateaux hauturiers, il en reste 8. Le port était une souffrance pour tout le monde. Tout le monde tournait le dos en se disant on n'y va pas, c'est un endroit
qui est pas très bien pour tout le monde. Il a fallu faire beaucoup de pédagogie. On a eu des réunions publiques et on a eu aussi une étudiante en master qui a fait du lien. Voilà, mais on n'a sûrement pas fait tout ce qu'il fallait faire au niveau de la population. Le PLU a été un outil extrêmement important pour passer les messages à la population et tout le monde. Les réunions publiques, enfin, en toute humilité, les réunions publiques, on m'avait dit, allez, tu vas avoir 30, 40 personnes. Dans la salle, il y avait 230 personnes. On était à jauge maximum. Voilà, ce sont des outils qui permettent de faire adhérer la population. Et je pense que on va rentrer là maintenant dans la deuxième partie. On va vraiment ceinturer le port. Mais là, il faut qu'on repose, qu'on voit avec Laure aux enfants aussi, dans le cas de la labellisation, comment associer tous les partenaires. Je dirais ça se résume par une question sur l'Octudie. Que veut-on pour le port de l'Octudie? Voilà. Mais c'est pas simple. Merci en tout cas parce que il se trouve que dans votre commune, je suis allée camper il y a quelques années et Pénétin, c'est quelque chose c'est une commune qui m'a interpellée. Merci en tout cas et ravie de notre rencontre future. Très bien. Donc, prise de rendez-vous juste après la réunion. Est-ce que Marianne, il y a des questions peut-être par le chat? Pas pour l'instant. D'accord. Alors peut-être dans la salle sur ces témoignages. Oui. Donc, Patrick Toularastel, je représente la commune de Tréguier et je suis adjoint après avoir été, comme M. l'a dit, le maire de Tréguier. À Tréguier, on change tous les mandats et là, par bonheur, le maire fait son deuxième mandat, on va pouvoir faire des projets jusqu'au bout. Voilà. Je reviens sur votre commune, et je suis désolé pour Erquy dans le département des Côtes-d'Armor, mais, non, mais je suis un petit-fils de Bigoudin, donc l'Octudie m'intéresse beaucoup. Vous avez travaillé sur votre commune avec la population. Je crois que ça, c'est très, très important. Alors, on est en train de faire une démarche sur notre port qui, hélas, avait été un petit peu abandonné depuis des décennies au profit de la CCI. Difficile de travailler sur un domaine public maritime qui dépend du département et avec lequel on a des difficultés à travailler. Alors, comment avez-vous fait, justement, vos relations à la fois avec le domaine public maritime et avec l'opérateur? Alors, je crois que vous résumez bien et on partage aussi au niveau d'Erquy la véritable difficulté, c'est qu'effectivement, tout ce qui était portuaire, alors, je choquerai personne sans doute, c'était le domaine de la CCI et on n'avait pas le droit d'y aller, puis c'est pas notre affaire. Alors au début, le président de la CCI me disait, parce que j'étais maire, vous seriez mieux à faire du tricot chez vous que de vous occuper de vos pêcheurs, bien sûr. Alors on va quand même continuer. Alors il s'est trouvé que la Cornouaille, au niveau des ports, c'était le département qui avait la compétence portuaire et lors de la loi NOTRe, en fait, la compétence portuaire, dans le département du Finistère, le département a voulu conserver les ports de pêche et de plaisance qui y sont associés. Et du coup, il y a eu la création d'un syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance. Et je participais au bureau de ce syndicat mixte. Ça veut dire qu'en fait, on s'est retrouvé avec la CCI, notamment parce que la concession avait été relancée et que le syndicat mixte démarrait avec une nouvelle concession, mais toujours la même CCI, ça n'a pas changé. Ça a obligé la CCI ces objectifs pêche plaisance, les interfaces ville-port. En fait, le président, c'est le maire de Quimperlé, et qui, lui, a un port aussi, et il connaît sur les communes qui participaient à ce syndicat mixte. Ça a aidé dans les échanges. Mais je vais être tout à fait honnête, notre intervention de la place de la mairie, j'étais encore sur mon domaine. Mais là, aujourd'hui, ça devient plus compliqué parce que notre deuxième phase d'interface, je suis sur le domaine maritime concédé à la CCI. Donc c'est pour ça qu'on j'en discutais avec la directrice générale des services, on va devoir reposer tous les partenaires autour de la table.
Et c'est là que ça va être un peu plus compliqué. Mais parce que derrière, et je ne vous le cache pas, les tonnages du port de l'Octudie sont en baisse, c'est dramatique. On en est à fin août à 1400 tonnes. On en avait 4000 les années passées. Donc l'avenir du port est vraiment en jeu. Et puis, je sais que sur les 6 années, le Brexit, le départ en retraite des pêcheurs, non-renouvellement des bateaux, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Donc, sur les 6 années qui viennent, on a un vrai enjeu d'aménagement du territoire, un enjeu économique, de savoir ce que vont faire tous les gens qui travaillent sur le port. Voilà. Mais ce n'est pas réglé. Et je rebondis juste aussi par le même souci avec Erki et la CCI. C'est vrai que ça fait plus qu'un blocage. Marie-Laure faisait regardez la barrière, ça fait camp militaire, et c'est vrai que c'est très très dur d'y rentrer. Des personnes hors pêcheurs qui sont en lien avec la pêche. Et c'est toujours, là vous avez fait un bon travail, vous travaillez bien en amont, mais c'est vrai que c'est toujours difficile encore d'approcher la CCI, parce que c'est un monde, c'est vrai que le monde des pêcheurs et le monde du tourisme, c'est vrai que c'est un monde à part. Et c'est vrai que le pari est dur, même quand on soit aujourd'hui le 4e port de France, Erki, c'est pareil, il faut être réaliste que la pêche va diminuer. Alors, à l'inverse de vos ports, tous les deux qui sont des ports de pêche, Tréguier, c'est pas un port de pêche. Donc, nous avons la chance d'avoir les habitants qui, aujourd'hui, se réapproprient leur territoire maritime. Parce que jusque-là, la population n'était pas associée. Donc, la démarche maintenant patrimoniale de Tréguier, Tréguier, c'est quand même la capitale historique du Trégor, importante par le passé, mais qui a besoin de retrouver son caractère patrimonial et notamment les quais, domaine public maritime, avec l'agrandissement vers le cœur de la rivière, puisqu'on est une rivière estuarienne, et donc d'avoir la possibilité d'avoir des activités liées aux habitants et non pas à des extérieurs qui viennent, alors on va dire polluer avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour, parce que c'est aussi de l'activité économique, mais ne créant pas d'emploi sur le quai. Contrairement aux années 60 où les activités qui venaient sur le port créaient de l'emploi. Et là, il y a une démarche, la démarche que porte l'Or aux enfants avec le port d'intérêt patrimonial, qui est en lien directement, qui fait le lien directement avec les habitants. Parce qu'on a eu des présentations, l'Octudie s'est engagé dans la démarche, c'est-à-dire on a pour l'instant réalisé un diagnostic complet de notre patrimoine. On l'a intégré dans notre PLU, ce qui n'était pas simple. On a eu 2 PLU en 4 ans aussi. Et c'est vrai que la présentation que l'on a fait au niveau des habitants de tout ce travail, on a une association d'histoire locale qui est en train de rebondir avec toute la population sur des conférences qu'elle fait tous les 15 jours et notamment à partir du patrimoine maritime. Ça a été un point de départ pour l'association d'histoire locale puisse avoir cette écoute des habitants. Et comme vous le dites, les habitants sont en train de se réapproprier leur patrimoine et leur histoire. Merci. Merci. Il y a d'autres questions, enfin, en tout cas dans l'exemple de l'Octudie comme dans celui de Tréguier, là, on voit bien l'intérêt de la réflexion autour du port dans une approche globale autour du projet urbain et de la concertation, comme vous le rappelez. Il y avait une question ici. Oui, donc toujours Jean Fou. J'ai une question donc, pour l'Octudie par rapport à la conserverie. Donc vous avez évoqué son patrimoine remarquable, etc. En quoi vous avez pu associer les habitants avec ce projet de conserverie et quel est le caractère innovant de la démarche? Est-ce que vous allez en faire un musée? Voilà, quel est votre projet autour de ça? Alors effectivement, vous avez plusieurs questions. Comment a-t-on associé les habitants? Ça a été, je dirais qu'on n'a pas été au bout du sujet. Ça ne marche pas. Savoir vivre dangereusement. Merci. Alors, en ce qui concerne la conserverie, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on y travaille, de restauration, et les habitants n'ont pas été vraiment associés de manière, on va dire, pleine et entière. On a dépensé beaucoup d'énergie sur les financements, le cofinancement, les démarches de restauration, etc. Et pour la première fois dans les journées du patrimoine,
nous venons d'ouvrir le chantier de rénovation de la conserverie aux habitants. Donc, pendant 2 jours, là, on a pu visiter le chantier de la conserverie et on a eu 500 passages. Donc, je trouve que c'est, voilà, les habitants vont revenir aussi s'approprier leur patrimoine. Vous avez beaucoup de femmes, beaucoup de familles de l'Octudie ont des femmes dans les années 1900, au démarrage de la conserverie, qui ont travaillé dans ces conserveries. Il y a eu un travail avec la région, notamment dans les écoles, pour avoir des témoignages d'anciennes ouvrières. Il y a eu à la maison de retraite également un contact avec certaines personnes qui avaient également travaillé ou qui avaient de la famille. Mais je pense qu'on va rentrer plus actuellement dans une ouverture de ce petit joyau vers les habitants. Maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire? Il est au centre du projet touristique. Notre objectif, c'est d'en faire un centre d'interprétation. Donc, avec tout le matériel qu'on a restauré, parce que tout le matériel, les tables, etc., sont en cours de restauration. Il y a un projet scénographique pour expliquer comment ça se passait. Et la conserverie est dans le bâtiment d'origine avec le matériel d'origine. Et c'est vraiment le seul bâtiment en Europe qui a ces caractéristiques-là. Donc, notre volonté n'est pas que ça reste un musée, il faut que ça soit en lien avec une conserverie ou des conserveries qui fonctionnent actuellement sur le territoire, plus largement. Hein. On en a à Douarnenez, on en a au Guilvinec, à Pana. Donc, que ça soit un objet vivant de la conserverie aujourd'hui en partant du passé. Et se raccroche à ça, vous avez peut-être rapidement vu dans le diaporama, on parle d'un food lab. Alors, c'est un nom un peu barbare. C'est tout simplement une cuisine dans laquelle on ferait des conserves de poissons en y mettant un chef. On a la chance sur l'Octudie d'avoir un ancien chef étoilé qui veut travailler également là-dedans. Et on a un contact avec un conserveur qui voudrait aussi installer, peut-être, si ça se passe bien, un outil de production sur la commune pour travailler avec ce Food Lab également. Voilà. Donc, c'est pas un objet du passé, la conserverie, c'est un objet qui est tourné vers l'avenir et qui montre, par contre, tout ce qui est travail des femmes, la place de la femme dans la société. En Bigoudénie, le mari était en mer et la femme était, elle, là. Et c'est elle qui faisait tourner la marmite, on va dire, bouillir la marmite. Donc, c'est surtout un objet tourné vers l'avenir, mais en partant de ce que l'on était. Merci. On va prendre une dernière question. Une dernière question. Je voulais juste rebondir par rapport au propos de Mme Zanière. Je trouve intéressant la question posée par Ludovic Lassaigne du coup. Le côté innovant par rapport à la conserverie, il n'est pas forcément dans l'objet même de la conserverie. Je dirais c'est l'innovation organisationnelle qui est autour de ce projet-là qui est intéressante. Parce que vous avez réussi par le biais de cette démarche de restauration et de valorisation d'un patrimoine à mettre en lien différentes personnes en vue de trouver peut-être un nouvel usage et de recréer quelque chose lié au maritime. Et c'est ça, je trouve, qui est peut-être à souligner plus que l'innovation comme on la restreint dans quelque chose de novateur, de technique. Non, c'est aussi une innovation organisationnelle. Et là, je rebondis parce que c'est vrai que quand on est interviewé comme ça, on en oublie les 3/4. Mais ce qui est important, c'est que nous avons mis autour de la table des historiens, des professionnels qui ont travaillé ou qui ont eu, qui connaissent bien cette problématique, cette histoire de la conserverie sur tout le territoire cornouaillais. Bon, c'est beaucoup plus large, mais en attendant, il y a eu autour de cette table une richesse historique et une richesse locale, histoire locale, qui date des 100 dernières années, et qui a, parce que c'est tout ce groupe de personnes, ce comité scientifique élargi, qui a aussi ouvert sur l'avenir. Et c'est ça qui est intéressant. On a un historien, Serge Duigou, qui est particulièrement présent dans le Sud Finistère, et qui
Bon, c'est un puits inépuisable d'histoire, mais en même temps, il ramène toujours à l'actualité et demain, quoi. Et ça, l'innovation, pour moi, elle est sûrement là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. Je vais vous reprendre le micro, Madame le maire. Voilà, parfait. On le désinfecte. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On va conclure en visio avec mon collègue de l'État. Et je vous remercie. Alors, je vais te laisser juste t'asseoir. On va conclure en 2 minutes. On remercie beaucoup tous les intervenants pour s'agréger. On remercie tous les intervenants pour leur témoignage et le temps qu'ils ont passé ce matin. Vraiment très enrichissant. J'espère que ça enrichit tout le monde pour leurs futurs projets. On va conclure la visio et on prendra un petit peu de temps, si vous le souhaitez, après, entre nous, si vous avez d'autres questions sur place. Mais pour la visio, juste déjà nous faire retour ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas à mettre des mots sur le chat et à nous dire si justement ça a répondu à certaines de vos questions et ça vous a appris des choses. C'est le but de ce réseau. Et il est aussi, et je pense qu'on a peut-être commencé à réussir quelque chose quand Madame le maire de Loctudy invite Monsieur le maire de Pénestin, c'est ça, à échanger. C'est le but de ce réseau. Vraiment, c'est échanger sur vos projets d'aménagement entre élus de territoires assez éloignés, mais avec des problématiques similaires, et notamment urbanisation, aménagement et centre-bourg, centre-ville. Donc, c'est un dispositif partenarial. La région, je suis agent, Olivier Bernicot, qui est agent au SGAR, à la préfecture de région. Et nous avons également dans la salle la Banque des territoires, que je remercie d'être présente, et l'établissement public foncier également, qui fait partie de ce partenariat régional. Donc, pour conclure, je te laisse dire les prochaines dates, Olivier. Oui, juste avant ça, juste pour dire que ce réseau, on va essayer aussi de l'animer en capitalisant sur ces rencontres-là. Donc, on est en train de prévoir une plateforme pour que toutes les ressources qui ont été mises en lumière aujourd'hui, les témoignages puissent se trouver en ligne et que, évidemment, on se sert de cette plateforme pour aussi les contacts entre vous et entre les communes. Alors, les prochaines dates, on l'a dit en introduction, la prochaine date, c'est le 13 novembre à Cléland-le-Grand pour une rencontre autour du commerce. On enchaînera toujours en novembre, le 26, à Auray, autour du patrimoine. Et puis, en décembre, début décembre, le 7 décembre, une rencontre à Saint-Georges-de-Vintimbault autour de la culture, voilà, notamment de démarches d'accueil de troupes de théâtre sur la commune. Voilà. Et d'autres rendez-vous qui vont venir, on espère très vite et qu'on pourra vous annoncer très vite, dès début 2021, donc pour tout le mois de juin. Là, vous avez les pour les prochains en 2021. Complète de nos cours d'eau. Donc, qui reviendront sur cette rencontre, sur cette matinée, sur les différents outils, sur les différents témoignages qui ont été annoncés ce matin. Voilà, grâce à nos intervenants que nous remercions encore. Donc voilà, on va. Merci aux intervenants, merci aux témoins, merci aux participants. On n'oublie pas les participants en ligne. Les participants en ligne que nous allons donc quitter et que nous espérons